Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast qui vous aide à construire votre marque personnelle à travers mes conversations avec des invités qui ont établi une autorité dans leur domaine d'expertise. Moi, c'est Mathieu, je suis le conseiller en personal branding des entrepreneurs et dirigeants la journée et podcasteur la nuit. Dans cet épisode, je reçois Laurent Beretta. Bonjour Laurent. Bonjour, salut Mathieu. Bonjour à tous. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à mes questions au micro de Bonne Réputation. Petite dédicace à Onur Karapinar qui était venu il y a bien longtemps sur ce podcast et qui nous a mis en relation. Donc merci à Onur si tu nous écoutes. Laurent, je vais te laisser te présenter ensuite, mais je vais noter je vais dire ce que j'ai lu en premier regard pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ce que j'ai compris, en tout cas, sur les vitrines que sont ton site, ton LinkedIn, tes présences sociales, c'est que tu es magicien, illusionniste et mentaliste avec 25 années de collaboration, donc beaucoup d'expérience avec les plus grandes marques, notamment dans le luxe. J'ai noté Louis Vuitton, BNP, Chanel, Dior, L'Oréal, pour les aider à créer des expériences clients mémorables et notamment arriver à créer un effet waouh dans l'esprit de leurs clients, créer des prises de contact rapides dans l'esprit des gens et initier, en tout cas les aider à initier donc j'imagine auprès de leurs clients des changements de comportement en créant l'adhésion à des nouvelles idées. Et je me suis dit tiens, ça c'est quand même intéressant, ça peut nous servir dans ce podcast. Et tu viens d'ailleurs de sortir un livre aux éditions Duno, La magie derrière l'expérience client, maîtriser l'effet waouh. Donc je pense que tu as pas mal de choses à partager. Et alors pour faire le lien avec ce podcast Bonne Réputation, comme ce podcast parle de marque personnelle, de personal branding, et que le travail derrière une marque personnelle, ça consiste quand même en une bataille culturelle, une bataille des idées. Moi, le fil rouge que je voudrais creuser avec toi, c'est comment créer cette adhésion à des nouvelles idées en s'appuyant sur les neurosciences, parce que j'ai vu que tu étais aussi au fait de ce sujet-là, et des techniques de mentalisme. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a catché aussi de l'extérieur. Mais avant, je vais te laisser te présenter, toi, et tes activités, justement. Oui, écoute, très bon résumé, hein, merci déjà d'avoir fait cette introduction. Oui, donc je suis magicien illusionniste depuis 99 où j'ai monté ma boîte. À la base, moi j'ai fait un MBA en finance dans une fac et en Angleterre et aux États-Unis. Et donc j'ai vraiment une formation, on va dire, de consultant entre guillemets. J'ai repris une spécialité en neuromarketing à l'ESSEC il y a une dizaine d'années pour me mettre un petit peu au fait de ce qui se faisait en neuromarketing et qu'est-ce que c'était que le neuromarketing, parce qu'on en parlait beaucoup et moi je voulais savoir ce que c'était de plus près. Et, euh, et suite à ça, j'ai commencé à me rendre compte que finalement le modèle que j'appliquais et la façon que j'avais de travailler ou de créer des effets sur mesure pour des marques ou des entreprises ou même dans des prises de parole pouvait renseigner éminemment sur un rapport commercial, un rapport managérial et un rapport effectivement de client à entreprise. Je me suis rendu compte que on est tous garants d'une expérience et que justement cet effet waouh que j'ai essayé de décortiquer m'a vachement renseigné sur qu'est-ce qui fait qu'on optimise une relation, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se souvient de nous, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de travailler avec nous ou envie de revenir vers nous, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie d'acheter ou qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de poursuivre une relation avec nous. Et les facteurs sont bien évidemment émotionnels. L'émotion, on en parle très souvent. On a tort pour moi de pas assez la définir et de comprendre ce qu'elle fait vraiment. Et en entreprise, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et surtout en France malheureusement, les émotions ont très mauvaise presse, alors que depuis une vingtaine d'années, les émotions ont été hackées par les plus grands groupes du monde qui s'appellent les GAFAM, et eux utilisent à fond tous les ressorts émotionnels pour que les gens achètent leurs produits, restent sur leur plateforme et consomment leur contenu. Donc voilà, moi je suis plus dans ce monde-là aujourd'hui que dans le monde du divertissement. Donc je fais encore un peu de magie ultra custom pour des soirées privées ou pour des lancements de produits. Et le plus, comment dire, la partie la plus intense et la plus importante de mon activité, c'est de faire des conférences en entreprise où je donne des prismes assez pragmatiques sur qu'est-ce que c'est que l'expérience client aujourd'hui, quelles sont les attentes d'un client aujourd'hui, et comment leur expérience client à eux peut être magnifiée, peut être améliorée. Et là, je rentre carrément dans leur process de vente, dans leur cérémonie de vente, dans leur réputation en ligne, et je leur montre que les émotions sont en jeu et que tant qu'ils les auront pas vraiment prises à bras le corps,
il y aura une lutte acharnée qui va se faire entre eux et un client non satisfait. Et oui, parce que ce que démontrent les neurosciences, en tout cas la branche marketing des neurosciences, donc le neuromarketing, si j'ai bien compris, même si je suis pas expert, c'est que on prend des décisions non pas basées sur notre rationalité, mais en fait entièrement basées sur nos émotions. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris pourquoi la plupart de nos décisions d'ailleurs sont irrationnelles. Oui, la plupart le sont. Après, le rationnel rentre quand même en ligne de compte, mais toujours après. C'est-à-dire que c'est Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique américain, qui a expliqué une décision se prend émotionnellement et se justifie logiquement ensuite. Et donc, si on dit d'abord l'émotion, ensuite la raison, et tant que tu n'as pas créé le bon terreau émotionnel, il n'y a pas de décision qui peut être prise. On s'est rendu compte qu'une décision sans substrat émotionnel, elle ne se prenait pas. Le coup près qui tranche, qui dit j'y vais pas, j'aime pas, j'achète pas, il va être émotionnellement induit. Alors après, oui, on va pondérer les choses, on va peut-être revenir sur la décision avec de la rationalité, mais une grande partie de la décision va se faire par les perceptions qu'on aura eues de la situation ou de la personne et par les émotions qu'on aura ressenties dans la situation, le parcours client ou avec la personne qui représente la marque ce jour-là. Ok. Et alors, moi, je me posais une question avant d'entrer dans le vif du sujet. Magicien, illusionniste, et puis Ouais. il y avait marqué aussi mentaliste. Oui. Pour quelqu'un qui connaît rien comme moi, c'est quoi la différence? C'est des disciplines complètement différentes ou il y a quand même des ponts entre eux? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le mentalisme versus Ouais. illusionniste ou magicien? Je vais démystifier tout de suite et je vais peut-être me frotter Ouais, avec certains de mes confrères. Le mentalisme, c'est de la magie. Le mentalisme, c'est un tour d'accord. de magie qui est déguisé en lecture de pensée, qui est déguisé en je fais une prédiction sur le futur et j'arrive à révéler une prédiction qui est parfaitement exacte. Euh, en fait, si tu veux un tour de mentalisme, enfin un effet de mentalisme, c'est effectivement enrobé dans une présentation psychologique. Alors c'est bien de connaître un peu la psychologie humaine, c'est bien d'avoir des bases en comportement, c'est bien de connaître, on va dire, les grands axes qui font qu'un être humain a une psychologie spécifique et des réactions spécifiques. On peut faire un peu de lecture corporelle, mais ça s'arrête très 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 vite à des ressorts de présentation. Un effet de mentalisme est avant tout un effet de magie. Et donc les D'accord. mentalistes qui prétendent avoir des pouvoirs ou on va dire des aptitudes exceptionnelles ou de pouvoir lire les gens en regardant à travers leurs yeux, c'est totalement faux. Un effet Ok. de mentaliste et de mentalisme, quel qu'il soit, sera toujours créé par des subterfuges qui sont des subterfuges d'illusionnistes. Ok. Sinon, on appelle ça de la voyance. Et là, c'est un autre sujet. Mais un mentaliste, c'est un magicien qui fait un tour enrobé dans de la psychologie comportementale ou dans des neurosciences, s'il parle de neurosciences. Mais à la fin du fin, pour que l'effet soit réalisé, réalisable et, euh, et qu'il atteigne son but, il y a un tour de magie qui est caché derrière. Ok. Et Voilà. donc, par exemple, je sais pas, toi, il t'arrive de faire une démo en live, c'est possible ça pour Ouais, montrer ce que c'est que le mentalisme bien sûr. ou c'est impossible là, on est en visio, je sais pas du tout. Si, ça peut être possible. J'ai préparé parce que tu m'as posé la question. Donc, ça, je le Merci. faisais. Alors, mais il faut que tu garantisses à tout le monde que ce qu'on va faire là, ça n'a pas été préparé. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Non, non, Voilà. effectivement, je t'ai demandé par mail et puis on s'est Ouais. pas recontacté Et donc depuis. ça, Est-ce qu'une démo est possible? Je garantis que je ne connais pas Laurent exactement. et que là, alors il y en a qui nous écouteront au podcast, mais là, à l'écran, je vois que tu as brandi un pendule, hein. C'est une montre à gousset. C'est une vieille montre C'est à une montre à gousset. gousset. Donc que j'ai mise à une heure spécifique. Alors pour ceux qui croient que c'est baronné, que c'est truqué, ceux qui me verront en conférence me verront faire ça. Donc comme ça, ils verront que c'était pas préparé. Généralement, Ok. donc je présente cette vieille montre qui justement ben, représente notre rapport au temps, comme n'importe quelle montre. Mais notre rapport au temps, pour moi, justement, en termes d'expérience, il est lié à des moments qui nous plaisent. Et moi, ce que je voudrais que tu nous dises, c'est quel est, par exemple, le moment qui te plaît le plus dans une journée. On va partir du moment déjà. Euh, c'est une bonne question. Ce qui me vient en premier, c'est le moment où je m'occupe de ma petite fille le matin avant Très bien, de l'amener à la crèche. parfait. Donc donc ce serait vers quelle heure pour toi? Ah, c'est vers 7h45, Ah, 8h. 7h45. C'est hyper précis. Tu me dis 7h45, c'est arrivé. Ouais, oh, ouais, c'est Ouais. ça.
7h45, c'est hyper précis. Moi, j'aime bien les choses précises. 7h45, ouais. 7h45. Généralement, quand je présente cet effet, il y a plusieurs personnes dans la salle et je demande à ce que 3 personnes constituent l'heure avec 3 chiffres différents. Là, tu m'as dit D'accord. 7h45 pile. Et donc là, regarde cette montre à gousset qu'elle a depuis le début. Hein. Elle n'est pas sortie de l'écran. Non, je confirme, tu la Ouais. tiens et tu la touchais pas, tu la tenais Et là, par maintenant, je vais la seulement chaîne. appuyer ici pour l'ouvrir. Et Ouais. quelle heure elle indique? Bon, bah voilà, 7h45. 7h45. C'est ce qu'on Incroyable. appelle un Ok. effet de mentalisme où j'ai prédit ce que tu allais me dire avant que ça n'arrive, puisque la montre, je la tiens dans ma main depuis le début. Et donc, c'est totalement impossible. Voilà. On est face à une impossibilité puisque c'est pas possible de prédire le temps ou de prédire ce qu'une personne va te dire ou la précision avec laquelle elle va arriver tout de suite. Mais quelque chose me permet de faire ça et de, et de te démontrer que c'était là avant, ce qui est vrai. Hein. Mais il n'y a pas je suis pas rentré dans ta tête, j'ai pas été chercher des choses sur ta vie, j'ai pas regardé où tu penchais la tête à droite ou à gauche. Et là, donc, ouais, c'est grâce à tes talents de magicien Exactement, que tu peux faire ça. Ok. Hyper intéressant. exactement. Ben merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de faire une petite démo en live. C'est mon cadeau du vendredi. C'est trop cool. Et tu vois, Ouais. à la différence d'autres mentalistes, moi, dans mon approche, ce que j'aime bien faire, c'est toujours partir des gens, partir de leur univers, partir de leurs sensations, partir de leurs souvenirs, de leurs ressentis, et de construire mes effets autour de ça. Et ça fera sens après, quand on rentrera dans le vif du sujet de l'expérience client, parce que je me suis rendu compte de plein de choses, justement, dans comment créer du lien. Tu vois, parce qu'il y a deux écoles en mentalisme. Il y a les mentalistes qui disent, voilà, j'ai un pouvoir, je suis omniscient, je rentre dans votre tête et je sais faire ça, ça, ça et ça, et je vais prédire votre comportement et je vais rentrer dans votre vie et vous montrer que je suis super fort. Et il y a d'autres qui essaient de construire à partir de l'autre et on part de la situation initiale du spectateur pour montrer qu'il y a une Hmm. coïncidence troublante qui se fait entre moi et les autres. Mais ça part des autres. Et j'ai envie de dire, le parallèle, c'est comme dans la vente ou dans l'expérience client. Il y a des entreprises qui ne parlent que d'elles et qui veulent démontrer à tout prix que ce sont les meilleurs et qui veulent faire acheter les gens parce que leur produit est ci, et ci, ici, à ça, ici et ça. Et il y a des boîtes ou des vendeurs qui partent d'abord du client et puis qui construisent leur offre autour de ce qu'est un client, de ce qu'il veut, de ce qu'il attend, de ce qu'il ressent. Et généralement, ça fonctionne beaucoup mieux dans ce sens-là. Et il y a des raisons. Ouais. Voilà. Et donc toi, t'es là. Ok. On voit bien le Donc, parallèle entre ton approche de ouais, mentaliste et l'approche de la vente où on part du client et de ses besoins. exactement. Bah, justement, ça fait un peu la transition. Du coup, on comprend mieux ce que tu fais, ce que tu sais faire. Comment on fait un pont, c'est-à-dire comment tu utilises ce talent-là pour aider les entreprises ou pour aider dans la sphère pro à créer l'adhésion à de nouvelles idées. Comment, tu vois, je me dis qu'on a forcément des choses à apprendre de ça. Oui, alors si tu veux, en fait, les entreprises viennent me chercher pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elles sont en réflexion sur leur propre expérience client. Elles se disent, bon, voilà, aujourd'hui, on voit que notre satisfaction est stagnante ou est en baisse. On n'a pas de bon score. Il y a un indicateur qui s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, qui est très utilisé et qui pour moi est un peu galvaudé, mais bref, autre sujet. Mais leur expérience client, elle bat un peu de l'aile. Ou alors ils se disent, le client n'est pas encore assez au cœur de nos préoccupations. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment avoir beaucoup plus de leviers précis pour pouvoir engager plus nos clients, les satisfaire et les rendre beaucoup plus fidèles. Ou alors il y a des boîtes qui ont déjà un département de l'expérience client qui est en place, une direction de l'expérience client, qui ont une charte de leur relation client, qui font faire des formations à leurs dirigeants ou à les personnes qui sont en contact des clients et qui veulent que moi j'explique en quoi la démarche qui était donnée ou faite par l'entreprise, elle est légitime et en quoi elle va vraiment aider tout le monde et surtout en quoi elle va faire en sorte que tout le monde se sente mieux dans son boulot. Parce que c'est à double, tu vois, pour moi c'est toujours un double miroir. Moi, je dis aux boîtes, il n'y a pas d'expérience client 5 étoiles s'il n'y a pas d'expérience collaborateur 5 étoiles. Et ça implique aussi que dans une entreprise, il faut que on se soucie des styles de management qu'on a, qu'on se soucie de l'expérience collaborateur qu'on propose ou qu'on procure, parce que tout ça, c'est une chaîne vertueuse. Et à la fin, si on veut qu'un client soit satisfait, il faut que les gens qui délivrent l'expérience ne soient pas juste des exécutants, mais des gens qui ont envie de le faire. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle. Et, euh, et donc, moi, j'explique ce que j'ai compris en 27 ans
de création d'effets waouh. Qu'est-ce que l'effet waouh aujourd'hui? Quelles émotions sont constitutives de l'effet waouh? Et surtout, en quoi ces émotions vont pouvoir aider les gens que je vois en face de moi dans leur relation avec leurs clients, leurs collaborateurs, et je vais encore plus loin et je leur dis, même avec vos conjoints et dès ce soir. Allons-y alors. Alors, Parce qu'est-ce que, que l'effet waouh? Qu'est-ce que l'effet waouh? parce que, Repartons du. Moi, parce que, la fin m'intéresse, mais du coup, je me dis, attends. parce que voilà, ce que j'ai essayé de cartographier, c'est de dire, voilà, on a l'impression que la magie ou un effet de magie, c'est juste une surprise. Oh là là, il y a un truc qui arrive, boum, il y a l'heure qui arrive sur la montre, je m'attendais pas du tout à ça. Oui, effectivement, la surprise est un des constituants de l'effet waouh, mais c'est le dernier. D'accord. Il y en a deux autres. Et avant de te les donner, juste remettre un petit cadre conceptuel sur ce que c'est qu'une émotion. Une émotion, c'est une condition réflexe et c'est généralement une réponse à l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui t'atteint et donc c'est une réponse physiologique, une réponse immédiate qui fait que tu dis, en fait, l'émotion, elle dit deux choses. Elle dit, mon besoin est satisfait quand elle est agréable et positive. Mon besoin n'est pas satisfait quand elle est désagréable et négative. Donc maintenant, partant de ce constat, donc moi j'ai fait des recherches sur quelles sont les émotions les plus importantes ou les plus plébiscitées ou qui ont le plus d'impact dans l'expérience humaine. Et transculture mondialement et globalement parlant, j'ai repris deux études neuroscientifiques, une qui date des années 70-80 de Carol Izard, qui est un neuroscientifique américain, et une autre étude qui a été faite en Grèce par une équipe de neuroscientifiques grecs en 2016, et les résultats sont les mêmes. Donc on s'est rendu compte qu'il y a trois émotions qui sont extrêmement importantes pour le cerveau, trois émotions qui sont indétrônables. Et il y a un autre livre que j'ai lu qui s'appelle Le Bug Humain, qui a une lecture que je recommande absolument, en plus de celle de mon livre. Euh, Le Bug Humain, c'est Sébastien Boller, qui est le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et qui décrit dans ce livre-là pourquoi on est complètement accro au monde digital et pourquoi le monde est en train de courir à sa perte en consommant trop de choses, de contenu ou d'objets, de produits et de services. Il explique qu'on a des renforceurs primaires, il y en a 5, et 3 des renforceurs primaires qu'il décrit sont, comme par hasard, les 3 émotions que moi j'ai retrouvées dans les 2 études neuroscientifiques de 70 et de 90, voilà, à 30 ans d'écart. Là, on trépigne, hein. Le Voilà, teasing est à exact. son comble. Donc, Là, donc ok. la première émotion qui est plébiscitée par le cerveau, c'est la joie. La joie, c'est pas seulement je suis heureux, je ris, je me sens bien. C'est la raison pour laquelle je ris, je suis heureux, je me sens bien. Et la joie, elle parle au renforceur primaire du cerveau qui est de minimiser la dépense énergétique. Le cerveau, c'est une machine efficiente. Il a très peu de ressources pour fonctionner. Il prend 20% des ressources du corps pour fonctionner pendant la journée. Et donc, le cerveau va tout faire pour minimiser sa dépense énergétique. Donc, ça veut dire que tout ce qui est perçu comme un effort, comme une friction, va être détracteur et va faire fuir le cerveau. Et quand tu te dis, dans une expérience, dans une relation avec quelqu'un, tu te dis tout va bien, tout est fluide, je me pose pas de questions, j'ai pas trop d'efforts à faire. Là, tu dis ah, je vais économiser de l'énergie, ça va être bien, je vais me laisser embarquer et donc je suis heureux. Parce que ça parle au premier renforceur primaire qui est l'instinct de survie en fait. Minimiser la dépense énergétique, c'est garder plus d'énergie pour vivre. Donc la joie en premier, c'est celle qui a le plus d'importance. Et donc dans l'expérience client, tout ce qui va être perçu comme un effort va être mis de côté. Tout ce qui va être perçu comme une agression va être mis de côté. Tout ce qui va te demander, toi, de faire des démarches alors que l'entreprise aurait pu les anticiper, tu vas te dire, ben, j'ai pas trop envie d'y retourner parce que je sais que ça va être compliqué. Tout ce qui est complexe, tout ce qui est pas fluide, tout ce qui est pas simple, tout ce qui me demande un effort est détracteur. Et l'exemple typique, c'est que on a tous des trucs comme ça dans les poches. Ouais. Donc là, il montre un téléphone pour ceux qui Voilà, nous donc un téléphone écoutent. portable. Et avant ça, on avait des écrans tout petits avec plein de touches extrêmement difficiles pour composer des messages qu'on composait lettre par lettre avec les ongles. Et, euh, et un jour, il y a ça qui est arrivé. C'est pas sympa pour BlackBerry quand même. Ouais, voilà, merci. C'était la ref, ouais. Et un jour, il y a ça qui est arrivé et la fluidité était exceptionnelle. Il y avait plus de livret d'instructions.
tout avait été pensé en amont pour que on se dise, bah tiens, quelqu'un qui prend cet outil technologique en main, comment je vais lui simplifier la vie, comment je vais faire en sorte qu'il obtienne tout ce qu'il veut quand il veut en un minimum de temps. Et là, la fluidité extrême et l'absence d'effort est rentrée dans la norme de ce que quelqu'un attend d'un produit ou d'un service. Et si on parle d'autre chose que du digital, tu prends Amazon, on aime, on n'aime pas, on a des griefs contre l'impact de la pollution, peu importe. Moi, je regarde simplement ce qu'ils ont packagé, ce qu'ils ont vendu. C'est 2 clics et le lendemain, c'est chez toi. En termes d'effort, on est proche de zéro. Et toutes les expériences d'e-commerce aujourd'hui et d'interface digitale, elles sont ramenées à on va dire, à cet exemple-là, parce qu'une fois que le cerveau il a goûté à quelque chose qui fonctionne, qui est rapide, qui ne lui demande pas d'effort, il n'a pas envie de retourner à un truc où il aura comment dire, à produits et services comparés beaucoup d'efforts à fournir pour la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Amazon est encore premier et que, comme c'était les premiers à faire ça, bah, c'est eux qui ont eu le plus d'impact sur la mémoire. Ça, j'y viendrai ensuite, une fois que je t'ai expliqué les 3 raisons, parce qu'il y a une raison pour laquelle les émotions, c'est important dans l'expérience client et l'expérience collaborateur. Et je parlerai Donc là, aussi on des était relations. sur la joie. C'est sur Ah la oui, joie. d'accord, pardon. Mais la joie, c'est vraiment. Bon, ça, moi, je me suis rendu compte en faisant des recherches que j'ai faites pour mon livre et en lisant plusieurs bouquins donc sur les émotions dans l'expérience client. Et donc, c'est ce constat-là, c'est que, avant toute chose, rendez les choses simples. Faites en sorte que vous soyez une entreprise avec laquelle il est simple de faire du business, avec laquelle il est simple de communiquer. Vous devez répondre vite. Les gens veulent des réponses tout de suite aujourd'hui. Les gens ne veulent plus attendre. L'attente, c'est la douleur numéro 1 dans n'importe quelle relation commerciale. Et dans n'importe quelle relation au sens large. On n'aime pas les réponses en suspens, que tu sois dans une relation amicale ou dans une relation de travail. T'aimes bien avoir les réponses le plus vite possible pour continuer à avancer et pas avoir à relancer ou à reposer des questions parce que ça fait quoi? Ça fait une dépense d'énergie. Et on retombe sur la dépense d'énergie. Donc la joie, c'est la première émotion. La deuxième émotion, une fois que la joie, une fois que tu as mis l'instinct de survie de côté, une fois que la deuxième émotion, cette première émotion, elle est passée, la deuxième émotion la plus importante, c'est ce qu'on appelle le statut social. C'est-à-dire que la personne qui est en face de toi, avec qui tu veux établir une relation commerciale ou non, elle va vouloir que tu la valorises et que tu lui montres que tu as compris qui elle est, comment elle fonctionne, et que ce que tu vas lui proposer ou lui vendre, c'est en fonction de qui elle est et de comment elle fonctionne. Parce que tu lui montres de la considération, tu lui dis j'ai pris du temps pour vous, j'ai compris qui vous étiez, je vous fais un feedback sur ce que j'ai compris des questions que vous m'avez posées ou que je vous ai posées, j'ai compris ça, ça, ça et ça, et voilà ce que je pense être le meilleur pour vous. Et donc je remets le client au cœur du dispositif et je vends en fonction de lui ou d'elle. Pourquoi c'est important? Donc si je reprends Sébastien Boller, et là si on parle de renforceur primaire, je parlais du statut social, on s'est constitué en civilisation parce qu'on était attiré par ce qu'on appelle des mâles et des femelles dominants, qui étaient les meilleurs chasseurs, qui étaient les meilleurs séducteurs ou séductrices, et qui ont attiré les autres parce qu'ils avaient un statut, et parce qu'ils allaient mettre les autres à l'abri, parce qu'ils allaient les rassurer, et parce qu'ils avaient ce statut, on les a mis sur un piédestal, et on a convergé autour de ces personnes-là, on a créé des groupes, puis des tribus, puis des civilisations. Et donc, en fait, toute civilisation est construite sur le statut. Il y a des gens qui l'ont bien compris, c'est les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, par exemple, ce sont des machines à statut social. On a hacké cette émotion, ce renforceur primaire qui est je donne un statut à la personne en lui disant bah voilà, tu as un certain nombre de likes, est-ce que tu as beaucoup de followers, quel est ton degré, ton niveau d'importance. Et dans l'expérience client, c'est quel est le degré et le niveau d'importance que je donne au client et comment je lui fais ressentir. Et là, je parle à quelque chose de fondamental, encore une fois, qui est un renforceur primaire du cerveau. Et donc je donne une valeur à la personne. D'accord, donc la joie, pour la joie, le renforceur primaire, c'était la survie, ne pas faire... C'est minimiser la dépense énergétique. Ok. Pour le statut social, c'est l'émotion de l'intérêt. L'intérêt, c'est je m'intéresse à vous. Je vous donne de l'intérêt, je vous témoigne de l'intérêt, je vous donne de la considération. Vous avez, à mes yeux, un statut. Hyper intéressant. Merci de ramener ça d'un point de vue vraiment anthropologique, enfin physique, à ce qui se passe à ce qui est intangible chez nous, quoi, à ce qui est profondément de notre nature. Ok, ouais. Hyper intéressant. Donc en premier, tu enlèves la peur et l'effort. Ouais. Tu démontres de la fluidité. En deux, tu valorises la personne qui est en face de toi et tu lui montres que tu as compris
qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi, et tu fais en fonction de ça. Et une fois que Je prends des notes, tu vois. une fois que pour moi, ces deux premières marches ont été franchies, c'est là où tu peux amener la cerise sur le gâteau et surprendre. Et apporter quelque chose en plus que la personne n'attendait pas. Parce que le troisième renforceur primaire du cerveau, c'est la recherche de nouveautés, la recherche de changement, la recherche de distraction dans notre environnement. Avant, on recherchait ce qui changeait, l'information nouvelle, parce qu'on pouvait se faire bouffer. Tu vas disparaître parce qu'on n'était pas à l'affût de ce qui changeait dans l'environnement. Aujourd'hui, c'est devenu la recherche. Il n'y a plus de prédation, il n'y a plus de phénomène de prédation aussi important qu'avant. Mais on recherche en permanence ce qui est nouveau et ce qui est changeant. Le cerveau, il est accro à tiens, ça change, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça me sort de ma torpeur, ça me sort de là où je suis. Ah, c'est intéressant. Et surtout, aujourd'hui, il y a plus que ce que j'attendais. Et c'est aujourd'hui le cerveau, il réagit quand il y a un dépassement des attentes. La surprise, c'est ça. La surprise, c'est dépasser une attente. Le cerveau, c'est une machine qui fait des prédictions en permanence. Tu vois, on anticipe beaucoup de choses inconsciemment. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'anticipation, boum, là, c'est le phénomène d'attention, il est plus fort, et le phénomène de rétention et de mémoire, il est plus fort. Parce que on se souvient de ce qui change, on se souvient de ce qui nous amène dans un autre territoire et qui nous sort encore une fois de là où on est. Donc la surprise, c'est le dépassement des attentes, c'est qu'est-ce qu'il y a en plus que je n'attendais pas qui est positif et agréable, et qu'est-ce qui m'apporte de la valeur ajoutée supplémentaire que je n'avais même pas perçue. Et là, on est dans le dépassement des attentes pur et dur. On pense que c'est réservé aux marques de luxe, mais pas du tout. N'importe quelle entreprise peut faire ce genre de choses. Je te donne un exemple très simple pour le triptyque, si on rentre dans les faits. Ouais, Tu vas chez un boulanger, par exemple. Tu y vas plusieurs fois, ça devient ton boulanger habituel. Et un jour, tu es à la bourre et tu viens chercher ton pain et ce que tu dois prendre d'habitude. Mais tu n'as pas le temps. Puis il y a beaucoup de gens devant toi. Et là, le boulanger dit Madame Bernard, je vous ai reconnu. Écoutez, ne vous inquiétez pas, j'avais déjà préparé le sachet avec vos viennoiseries et votre pain. Il est coupé en deux. Prenez-le, vous me paierez plus tard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que le boulanger, carrément. il connaît tellement ses clients et tous les jours, peut-être qu'il a anticipé, donc il a préparé un petit sachet en disant tiens, elle va venir aujourd'hui. Ensuite, la personne arrive, elle est à la bourre, elle est en dépense énergétique de maximum. Et là, le mec, il lui fait vous attendez pas, je vous donne votre sac. Il l'appelle par son nom, considération, donc il lui enlève de l'énergie. Il la considère avec son nom. Donc joie, considération, donc statut social. Exactement. Et en plus, surprise, oui, je t'ai tout préparé. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. En amont, qu'il ait préparé quelque chose et qu'il lui fasse crédit et il lui dit ouais, t'as pas le temps, tu me paieras la prochaine fois. Je sais que vous allez revenir demain, quoi. Et là, direct, émotionnellement parlant, tu as les trois émotions qui sont arrivées extrêmement rapidement. Et donc la personne, elle a vécu un effet waouh. On est pile dessus. Trop bien, hyper bien. Ouais. J'ai un autre exemple. Moi, je vais toujours dans c'est à peu près la même chose. Je vais toujours dans la même supérette du coin chez moi, à 500 mètres de chez moi. Je vais faire mes courses hyper tard. Et un jour, j'arrive à 21h45. Ils allaient fermer à 22h. Je remplis un gros sac. J'arrive à la caisse et je me rends compte que j'ai pas mon téléphone et j'ai pas mon portefeuille. Et là, moi, j'ai vu quelques interactions avec les caissières et les caissiers et le gérant de l'établissement. C'était pendant le Covid. Et ça, c'était après le Covid. Mais je leur avais dit merci pour ce que vous faites. J'avais engagé les conversations avec eux pendant ce temps-là. Donc, c'est moi qui leur ai donné de la considération. Donc, j'avais créé du lien. Et tu vois, 2 ans après ou 3 ans après, je suis en galère. Et là, le mec me dit c'est pas grave, je fais une fiche. Prenez vos courses et revenez demain pour les payer. Un peu comme le boulanger. Mais parce que j'avais créé du lien aussi, moi, en amont. Et là, ils m'ont facilité la tâche. Mais à supérette dans le coin égal, moi, j'ai toujours retourné là-bas parce que ils m'ont dit, on vous connaît, on sait que vous venez souvent, vous inquiétez pas, prenez vos courses et vous paierez demain, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. C'est un super exemple. Ça prouve effectivement que là, on parlait des marques de luxe, mais qu'en fait, tout le monde, cette expérience-là, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Bien sûr. Et c'est super d'avoir cette triptyque des 3 émotions qui et sont liées à. Il faut les faire dans l'ordre. Ok, la joie, le statut social, puis la nouveauté et la surprise qui sont liées à des renforceurs primaires.
Et donc, dans le bon ordre et assez rapproché, c'est ça qui crée ce fameux effet waouh, quoi. Exactement. Waouh. Et Exactement. là, je me souviens, j'ai envie d'en parler à d'autres gens, je Totalement. deviens prescripteur, ambassadeur, enfin tout ce qu'on veut, quoi. C'est là où le NPS, la recommandation augmente. Évidemment. Évidemment. Et là, tu as dit pour moi la phrase qui permet d'enchaîner sur la suite, Ok. qui est pourquoi ces émotions-là sont importantes et pourquoi l'émotion, elle est importante. Tu as dit je me souviens. Tu vois, tu as dit je me souviens. Et donc là, en neurosciences, il y a un fait qui est saillant, c'est que on s'est rendu compte que les émotions sont on appelle des graveurs de disque dur. En gros, une émotion, si tu veux, elle va produire à des degrés divers et variés ce qu'on appelle une décharge d'adrénaline. Et l'adrénaline, en neurosciences, on s'est rendu compte que c'est un fixateur de la mémoire à long terme. Donc, si tu as des souvenirs agréables avec un produit, un service, une marque, une personne quelconque, c'est que forcément ta mémoire a été impactée parce qu'il y a eu un ressenti qui justement a créé cette décharge d'adrénaline et qui était encodé ou gravé à la mémoire et créé ce qu'on appelle des marqueurs somatiques. Et les marqueurs somatiques, on en a des milliers, des millions peut-être. Et en fait, quand ton cerveau il prend une décision, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il passe en revue tous les marqueurs somatiques qui sont présents. Et ensuite, il y a une pondération qui s'opère, et la pondération, elle est soit agréable ou désagréable. Si elle est agréable, eh ben, ça va dire bah, go, et si elle est désagréable, ça va dire ben, no go. Et en gros, c'est pour ça qu'on dit qu'une décision, elle se prend émotionnellement et elle se justifie logiquement, mais elle se prend émotionnellement parce qu'elle se réfère à un ensemble d'émotions qui sont d'émotions, de marqueurs qui sont présents grâce aux émotions et qui font qu'après, ben, émotionnellement, moi, je prends la décision parce que je sens la chose. C'est une réponse du corps, hein. Une réponse du corps et qui influence Mais rationnellement après, qui est basée sur ce que tu as stocké et qui est lié à l'expérience émotionnelle que tu as eue par rapport aux interactions que tu as eues dans ta vie. Tu vois, ça peut être avec un lieu. Il y a un lieu dans lequel tu rentres, peu importe. Moi, je prends souvent l'exemple des restaurants ou des hôtels. Les premières impressions, c'est quoi? Les premières odeurs, c'est quoi? C'est pour ça qu'il y a des hôtels qui ont des signatures olfactives. La lumière, elle est comment? Les textures, les matériaux. Quand tu cherches un restaurant et que tu es en ville et que tu te balades et que tu es dans une rue, tu vas regarder les vitrines et si la lumière elle est trop agressive, tu auras un mouvement de rejet. Ou si c'est trop blanc, ou les couleurs elles sont trop crues, ou tu vois, où ça te parle pas, ou c'est trop agressif, émotionnellement tu vas faire la comparaison et tu vas dire ben non, ça je le sens pas. Mais tu le sens pas parce que, encore une fois, c'est la pondération qui se fait par rapport aux images que tu as dans la tête, aux souvenirs que tu as, et qui vont te donner cette réponse corporelle qui va te permettre de prendre une décision. Mais alors, on en vient à comment on prend une décision et tu vois, j'essaie de raccrocher à ce qu'on se disait. Maintenant qu'on sait tout ça, dans la bataille des idées, Ouais. que ben, souvent, quelqu'un qui prend la parole, alors peut-être même quelqu'un qui est dans une expérience. En fait, on essaie de faire passer des idées, de faire adhérer à des idées, à une vision du monde. Ouais. Comment on fait tout ça pour toi? Il y a une manière dont on pourrait se servir de ça, par exemple, pour faire adhérer à des idées à travers des prises de parole, que ce soit à l'oral, à l'écrit, sur les réseaux sociaux. Tu vois, moi, nous, les gens qui nous écoutent, bah bon, ils peuvent créer un super beau branding, ils peuvent bien se positionner, etc. Mais à un moment, il faut qu'ils aillent prendre la parole, tu vois. Ouais. Ben, Oui. Alors oui, moi je vais te resservir le prisme en le légitimant encore une fois. Ouais. Euh, j'ai fait ça un jour dans une CCI, une chambre de commerce et d'industrie dans le nord de la France, je crois. Et il y a quelqu'un qui était en campagne électorale qui m'a dit à la fin, franchement, ce que vous venez de dire là, moi j'ai compris que dans ma campagne électorale, j'étais à côté de la plaque. Mes idées sont trop compliquées. Il n'y a pas d'idée simple. Donc il n'y a pas de, tu vois, de minimiser la dépense énergétique, ça y est pas. Parce que c'est-à-dire que je vais parler de ça, de fiscalité, de trucs comme ça, mais ça se trouve, ma base électorale, tu vois, c'est pas ça qui va faire accrocher la simplicité. Ensuite, est-ce que je parle de mes électeurs et de leurs préoccupations? Est-ce que je m'intéresse à eux, vraiment? Est-ce que dans 80% de mes idées, c'est des idées qui parlent de eux, de leur vie, et pas seulement du pays ou de l'économie ou de... Eux, ils sont dans l'équation parce que c'est les gens qui vont voter. Et après, est-ce que moi, dans ma façon de communiquer, je suis un petit peu innovant? Est-ce que je suis surprenant? Est-ce que je suis un politicien qui est chiant ou pas chiant? Ou est mon côté surprenant là-dedans qui va faire que je vais un petit peu remporter l'adhésion une fois que je leur ai montré que le message il est simple et que je m'intéresse à eux. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on Ouais. retombe sur le triptyque qui est Exactement. le leadership d'opinion, c'est très simple. En fait, il y a trois choses. C'est la crédibilité,
C'est est-ce que moi, quand j'apporte des choses, est-ce que je suis crédible et est-ce que ce que je raconte, ça a l'air sensé et surtout, est-ce qu'il y a une valeur là-dedans? Ensuite, est-ce que je suis cohérent? Quand je déploie mes idées, est-ce qu'elles ont une cohérence qui s'articule entre elles, qui font que les gens arrivent à me suivre? Et puis après, j'ai la preuve sociale. Pour un leadership d'opinion, c'est est-ce que des gens ont adhéré à mes idées, les ont utilisées, et ont eu des résultats avec, ou ont plébiscité mes idées en parlant, par exemple. Et donc, pour faire ça, je retombe sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est est-ce que mes idées sont simples et faciles à comprendre? Est-ce que mes idées parlent aux gens de ce qu'ils ont envie d'entendre et qui sont leurs préoccupations? Et est-ce qu'à la fin, dans ces idées-là, et de la façon dont je les package ou je les présente, est-ce que je suis un petit peu innovant? Est-ce que je sors un petit peu du lot? Est-ce que je suis drôle? Est-ce que je suis perspicace? Est-ce que je fais des liens que les gens n'attendaient pas? Enfin, comment j'enrobe tout ça, mais pour que ce message simple qui parle des autres atteigne sa cible? Il y a un mec qui est très très bon là-dedans, c'est Victor Ferry. D'accord. Victor Ferry, il vend des formations, c'est un rhétoricien, c'est un mec qui a étudié la rhétorique, et c'est quelqu'un qui, dans ses newsletters, dans ses vidéos, il a un côté très tranchant, il ne plaît pas du tout à tout le monde parce il est très innovant dans sa façon de prendre la parole, mais c'est quelqu'un qui est ultra crédible, qui est ultra cohérent et qui a beaucoup de preuves sociales, mais c'est quelqu'un aussi qui a des idées qui sont simples, qui a des idées qui parlent aux gens d'eux, de ce qu'ils ont envie de faire avec leur business, et c'est quelqu'un qui est très innovant sur le fond et sur la forme. Donc, on Et, est sur joie, intérêt, surprise. et quelle est la limite de tout ça? Parce que souvent, quand on veut faire passer des idées, la question que je me pose, c'est est-ce que pour toi qui est magicien aussi, qui sait faire des tours, en tout cas des tours de mentaliste, quelle est la limite entre juste l'influence, voilà, je fais passer mon idée, et la manipulation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même des techniques que tu connais, du coup, qu'on pourrait détecter ou justement pas forcément utiliser pour vraiment influencer le choix d'une personne ou presque la manipuler? Parce que là, on se dit, en fait, une fois qu'on maîtrise ça, si on est très très bon et très talentueux, on peut carrément manipuler, quoi. Alors, une question que je pose dans ma conférence, je dis aux gens, est-ce que vous avez des enfants? Et donc, il y a beaucoup de gens qui lèvent la main, et parce qu'on me dit souvent, oui, le neuromarketing, c'est quand même, la science au service de l'influence inconsciente. Et puis, si je commence à déclencher des émotions en voulant les déclencher et en me disant, bah voilà, je vais paramétrer ou designer mon process ou ma façon de communiquer pour être sûr que je vais déclencher ces émotions-là dont vous parlez, est-ce que c'est pas de la manipulation? Et donc la question est, est-ce que vous avez des enfants? Donc il y a beaucoup de gens qui lèvent la main, et je leur dis, que font vos enfants avec vos émotions? Est-ce que vos enfants ont fait du neuromarketing ou du mentalisme? Je ne crois pas. Par contre, vos enfants ont compris que déclencher certaines émotions à certains moments, ça influençait beaucoup les gens qui sont en face d'eux. Ouais, ouais, Donc, bien sûr. encore une fois, euh, l'influence et la manipulation, pour moi, si tu veux, à un moment donné, on est détecté. On ne peut pas faire ça tout le temps. Il y a, il y a quelque chose qui va faire dire à la personne, je sens que la personne qui est en face de moi, elle est pas sincère. Tu sens quelqu'un qui est pas sincère. Tu sens quand ça dérape trop, qu'on te force un petit peu là pour te faire acheter quelque chose. Moi, je pars du principe de sincérité. Après, si toi, ou je pense que tu connais, ou si vous voulez aller plus loin dans ce qui, pour moi, influence et manipulation, il y a une seule personne qui en a parlé de façon intelligente, c'est Robert Cialdini, Hmm. qui écrit le livre qui s'appelle Influence et manipulation, et qui explique empiriquement avec comment dire, des règles psychologiques, ce qui fait qu'on est amené à faire des choix malgré nous quand ces choix nous sont présentés d'une certaine façon. Voilà. Et donc, pour moi, se prémunir de la manipulation et de l'influence, c'est en connaissant comment la manipulation et l'influence fonctionnent. Lui, il l'a cartographie en 6 principes qui sont très intéressants. Moi, dans le métier que je fais et dans la façon dont moi j'estime que mieux vendre, mieux servir et fidéliser un client, un collaborateur ou son conjoint, c'est 3 choses. C'est faciliter la vie des gens, c'est s'intéresser à eux et c'est dépasser leurs attentes. Et déjà, si on arrive à faire ça, on doit prendre sur nous. Pour moi, si on veut faciliter la vie des gens, ça veut dire qu'on va se mettre à leur place, et donc c'est un acte d'empathie.
Si on veut s'intéresser à eux, ça veut dire qu'on va sortir un petit peu de notre propre coquille, notre propre monde pour dire, bah tiens, la personne qui est en face de moi, comment elle perçoit ce que je fais, comment elle perçoit son parcours chez moi, comment elle perçoit ce que je lui vends, ce que je lui propose. Et là, je sors de moi pour aller vers l'autre. Et on ne peut pas faire ça en étant un influenceur, un manipulateur. Et si on le fait, on n'est pas sincère. De toute façon, pour moi, on ne peut pas designer l'expérience client émotionnelle s'il n'y a pas un minimum d'empathie et justement de sincérité. Et comment, alors toi qui du coup est quand même illusionniste, mentaliste, comment on détecte un menteur? Il y a quand même des choses, il y a quand même des tours pour détecter un menteur, détecter quelqu'un qui est pas sincère. Alors oui, c'est utilisé par les mentalistes sur scène où tu demandes aux gens de cacher des objets sur eux ou de mettre un billet dans leurs mains et tu arrives, voilà, vous allez me montrer vos deux mains, vous allez me mentir en me disant bah, il est dans cette main et moi j'arrive à détecter le mensonge. Et je vais te faire croire que je le fais en observant ton corps, tes pupilles et par contre je vais faire mouche à chaque fois, hein. Je vais trouver exactement quand tu mens pas. Encore une fois, c'est un spectacle, donc c'est une mise en scène et donc les mentalistes et les magiciens ont des moyens objectifs euh, qui ne sont pas du ressort de la communication ou de la psychologie pour découvrir quand quelqu'un ment, mais parce que c'est mis en scène dans le cadre d'un spectacle et on met les gens dans un contexte de comportement qui n'est pas un contexte naturel. On leur dit bah faites ça, mettez votre, tu vois, on n'est pas dans la vraie vie quoi. Donc euh, moi un mentaliste je le mets comment dire, en profiling face à des meurtriers et des mecs qui vendent super bien, il va être en galère totale, hein. Ouais, d'accord, Pas de ok. compétences, elles seront foireuses, c'est pas possible. Le, le, le mensonge, si tu veux, il n'y a pas vraiment de. Il y a soi-disant, voilà, au FBI, des profilers qui arrivent à savoir, mais non, on n'arrive jamais à savoir. Les détecteurs de mensonges ne sont pas fiables à 100% d'ailleurs, hein. Les détecteurs qui existent encore aujourd'hui, hein. Euh, ce qu'on, pour moi, pour détecter le mensonge, il y a trois choses. Il faut savoir détecter l'incohérence. Un menteur, il peut pas être cohérent tout le temps. Tu vois, à un moment donné, il va essayer de manipuler des faits, il va essayer de manipuler des choses ou te dire des choses. Et il peut pas se souvenir de tout ou en tout anticiper ou se dire, bah tiens, la personne, bah, peut-être qu'elle va voir ça alors que moi, je vais pas du tout anticiper. Mais il va essayer de reconstruire le discours à ce moment-là et là, il sera incohérent. Et l'incohérence, c'est une des premières choses que tu peux remarquer quand quelqu'un ment. Après, ce qu'on appelle, ce que je viens de te dire, c'est la charge cognitive. À un moment donné, quand tu dois mentir, tu dois manipuler et te souvenir de tellement de choses pour que ton mensonge reste cohérent que tu vas avoir du mal à tenir la route et à être tout le temps à fond sur les bons arguments et les bons ressorts. Et, euh, et après, c'est les variations de comportement. Un menteur, à un moment donné, il se comportera pas de façon naturelle parce que il est pas dans un élément naturel ou dans une situation naturelle. Hmm. Mais Ok, en donc one to one, il y a pas une tactique, il y non, a pas une technique. Non, non, mais c'était et- pour ça. Ah, c'est bien aussi. Les gens se posent les questions, hein. non, Tiens, moi les je pense qu'il mentalistes, faut est-ce arrêter qu'ils ont il faut arrêter de vouloir profiler les gens en permanence et de vouloir rentrer dans la tête. On rentre dans la tête de personne, hein. C'est très compliqué pour moi d'anticiper un comportement. Ok. À moins que ce comportement soit régi par un cadre très précis. Et en Oui, management, il y a d'accord. des règles. En psychologie comportementale, on arrive à dire, ben voilà, on peut prédire ce genre de comportement parce que, mais c'est parce que c'est dans des contextes spécifiques. Mais Oui, d'accord, sinon, ok. moi, je peux pas C'est dire là que si. tu peux faire de la magie. C'est là que tu Voilà, peux faire de la magie. C'est exactement. là que tu Mais parce que, conditionnes. En fait, tu crées les conditions, quoi. exactement. T'es en environnement Ouais, conditionné, donc les gens sont ouais, conditionnés et en fait, parfois, à leur insu, ouais. toi, tu as créé un cadre qui connaissent pas. Ok. Ouais, trop bien. Non, mais c'est bien aussi, je me demandais, enfin, il y a beaucoup dans la sphère publique mentalistes qui en jouent, quoi, enfin, qui tiennent pas ce discours. Donc c'est bien d'avoir l'envers du décor aussi. Alors, je vais Euh, nuancer un petit peu ce que je t'ai dit. ouais, Moi, ce dont je me suis rendu compte en exerçant ce métier-là, c'est que une des compétences principales d'un illusionniste et d'un mentaliste, c'est d'anticiper l'interprétation de l'autre. Je dois me dire, mon spectateur, son intellect, son raisonnement, il va aller où? Il va construire quelle analyse pendant que moi je lui montrerai ça, et moi je dois anticiper ça pour le déjouer et pour l'amener dans un terrain où il ne va pas pouvoir reconstruire ce que j'ai mis devant lui et donc vivre un effet. Parce qu'un effet de magie ou de mentalisme, c'est quoi? C'est qu'on construit une réalité qui est complètement subjective dans la tête de quelqu'un, en lui faisant croire que tout ce qu'on fait est bordé, légitime, qu'il n'y a pas de trucage, tout est invisible.
Et tout d'un coup, cette réalité, elle s'effondre parce qu'il y a un dépassement des attentes qui arrive. Mais ça, c'est la rencontre de la réalité que moi je crée pour l'autre et de la réalité dont moi je suis le garant, qui est de construire mon effet pendant que l'autre ne voit pas que je construis un effet. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois anticiper le raisonnement de l'autre, je dois essayer de savoir comment il va penser, comment il va percevoir ce que je lui propose, comment il va l'agencer. Et ça, pour moi, c'est un acte d'empathie. Ça veut dire que quand moi, je veux créer mon effet waouh, quand moi, je veux déclencher une émotion chez l'autre, je vais devoir anticiper des choses, me mettre à la place d'eux, adopter son prisme, adopter sa façon de voir les choses pour construire mon expérience en fonction. Et pour moi, si on veut influencer quelqu'un avec intégrité, et la séduction, c'est exactement ça. Quand tu veux, pour moi, rallier quelqu'un à ta cause ou même faire tomber quelqu'un amoureux, à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre à la place complètement de l'autre et lui montrer que toi, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est complètement aligné avec qui cette personne est. Et tu vas lui dire inconsciemment, je m'intéresse à toi, je sais qui tu es, je te valorise, et parce que je suis qui je suis, bah, je te donne un statut social. Et là, tu graves le disque dur là où il faut, quoi. Si en plus tu es quelqu'un de facile à vivre, et que les choses sont fluides, et que la personne ne se pose pas de questions, et que t'embarques les gens, et que, ou la personne, et que, voilà, tout est bordé, tout est, comment dire, sans accroche, sans à-coup, là c'est la joie. Et si en plus après il y a un petit cadeau, un petit truc que la personne n'attendait pas, là c'est la surprise, et là t'as les trois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Non, mais c'est j'influence et je intéressant. séduis en faisant ça aussi. C'est intéressant, ouais, le parallèle avec la séduction. Donc tout n'est pas joué sur le premier regard. C'est bon, physiquement il me plaît pas, c'est Non, mort, quoi. C'est pour ça que non, certains arrivent quand même exactement. à leur fin. J'ai travaillé un jour avec un profiler, un vrai profiler qui avait travaillé aussi pour le RAID et qui après avait été commissaire de D'accord. police. Et lui, il me disait, moi j'ai appris à toujours nuancer ma première impression. La première impression, elle est toujours subjective. Elle est basée justement, tu vois, sur tes antécédents, tes propres émotions, tes propres souvenirs qui vont te donner une réponse corporelle qui, ah putain, je le sens pas ou j'ai pas envie de faire confiance. Mais c'est un indicateur. C'est pas l'indicateur phare qui te dit c'est objectif à 100%, j'ai toutes les preuves pour dire ça. Moi, je la prends en considération, mais je ne la prends jamais à 100% pour argent comptant. Hmm. Après, Ouais, ne pas il y a des confondre. gens Ouais. qui, voilà, qui ne pensent que c'est toujours comme ça et que la première impression est toujours la bonne. Toutes les phrases où il y a toujours dedans, c'est pas les bonnes phrases déjà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est c'est toujours comme ça. C'est ok. Et tu vois, je dis très souvent aussi dans ma conférence, je leur pose l'action, je leur dis, voilà, qui est en couple aujourd'hui? Et là, je demande aux gens de lever la main. Et là, je fais le triptyque à l'envers. Et là, je leur dis que la personne avec qui vous êtes, elle vous surprend. Et là, il y a des rires, ou il y a des gens qui tirent la gueule, ou il y a des gens qui disent ouais, plus beaucoup. Mais tu vois, la surprise dans le couple, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui cimente. Après, je leur dis est-ce que la personne avec qui vous êtes, elle s'intéresse à vous? Est-ce qu'elle vous demande des choses sur comment se passe votre vie, votre journée, quelles sont vos attentes? Est-ce qu'il y a des discussions un petit peu profondes qui se passent autour du monde de l'autre dans votre couple, oui ou non, quoi? Au moins, et après je leur dis, au moins lors du premier rendez-vous au restaurant, oui, au premier rendez-vous au restaurant, tu étais à fond sur le monde de l'autre. Et tu montrais que tu avais envie de savoir, de tout savoir. Tu posais des questions comme n'importe quelle question de découverte dans un acte de vente. Tu creusais le monde de l'autre. Et puis après, je leur dis, dernière question, est-ce que vous êtes quelqu'un de facile à vivre? Alors ça, qui a une réponse Je sais objective pas, mais sur voilà, mais oui, mais lui-même? regarde, Ouais. et je retombe sur la fluidité, la joie, est-ce que tu es source d'effort pour l'autre, ou est-ce que les efforts se partagent, ou est-ce que tu es source de non-effort, ou est-ce que tu arrives à enlever de l'effort à ton ou à ta partenaire? Et là, tu vois, encore une fois, je minimise sa dépense énergétique. Ouais, on retrouve le Ouais, triptyque, ouais. on retrouve ok. Et tu peux vraiment Ouais, on passer arrive à... au crible les choses dans tous les sens. Moi, je leur dis, si vous voulez gagner des parts de marché, si vous voulez garder vos équipes avec vous, ou si votre couple bat de l'aile, il y a trois solutions. C'est montrez-leur que c'est facile avec vous, intéressez-vous à eux et surprenez-les et dépassez leurs attentes. Point.
Le dernier, il est pas évident parce que bon, parfois, on fait ce qu'on peut, quoi. Même dans la sphère pro ou autre, surprendre, dépasser les attentes. Je t'ai En tout po- cas, c'est un truc très vrai souvent enfin, on dit pour le début d'une relation pro, effectivement, pour fidéliser un client, bah, si tu surdélivres, etc. Mais c'est compliqué de surdélivrer tout le temps, quoi. c'est compliqué de garder quelqu'un dans ta vie pendant 25-30 ans sans que ça devienne quelque chose de je suis à mourir et que le désir il s'étiole. C'est pareil. Aujourd'hui, on incrimine beaucoup la Gen Z, on dit oui, la Gen Z, ils veulent tout tout de suite, ils ont aucune patience. Non, ils sont dans des univers, les générations d'aujourd'hui, ils sont dans des univers extrêmement rapides où ils ont eu des réponses à tout tout de suite et ils sont nés avec Google, ils sont nés avec des interfaces digitales où tu avais les réponses à tout ce que tu voulais au bout du pouce. Maintenant, ils ont ChatGPT. Et si les environnements managériaux dans lesquels les jeunes évoluent aujourd'hui, ils sont pas un petit peu, tu vois, fluides, rapides. Et puis c'est des jeunes, les jeunes, ils ont besoin, comme tout le monde, de considération. Ils vont vite, ils ont des idées. Est-ce qu'on valorise les idées des gens aujourd'hui dans les équipes? Moi, il y a plein de boîtes pour lesquelles je bosse, je leur dis, mais il y a un truc qui est complètement hallucinant dans la plupart des boîtes, c'est que les idées terrain et les idées des collaborateurs, elles remontent jamais. On n'écoute pas les équipes, on les valorise pas. On se met complètement en porte-à-faux avec plein d'idées d'innovation qui sont nées du terrain, qui sont au cœur des préoccupations de tout le monde parce que elles sont là, mais on n'écoute pas les gens qui les ont. Et si on écoutait un peu plus les gens qui les ont, bah déjà, on les valoriserait plus, donc statut social, on aurait plus d'idées, donc innovation, on pourrait surprendre nos clients, et en plus, mettre en application des idées des gens qui sont nos collaborateurs, ben c'est quelque chose qui facilite la vie de tout le monde. Ça montre que la boîte, elle est là aussi pour faire évoluer les gens et qu'elle écoute les gens, et donc il y a un facteur de considération qui est important. Et puis, faciliter la vie des gens en mettant en place leurs idées, parce qu'ils ont des idées pour aussi faciliter la vie des clients, ça facilite la vie de tout le monde, et ça, la joie, elle est là aussi. Où est la facilité? Et moi, j'ai bossé pour des marques récemment extrêmement connues qui vendent des choses extrêmement chères, et il y a des process et des choses qui sont complètement aberrantes et qui créent de l'attente chez les clients et qui créent de la friction chez les collaborateurs. Et pourtant, les collaborateurs, ils ont les idées, mais on les écoute jamais. J'ai connu ça dans quelques Tu grosses vois. boîtes, Et, grosses ou plus petites boîtes dans lesquelles j'ai bossé. et pour moi, c'est vraiment, encore une fois, on retombe sur le triptyque. Tu valorises les gens, tu prends des idées, tu es innovant, tu vas surprendre tes clients, en mettant des idées en place qui sont nouvelles, bah, tu auras un style de management qui sera plus surprenant. Et puis mettre un petit peu autre chose que des chaînes hiérarchiques en avant, mais voilà, où sont les idées, comment les idées sont mises en place et valoriser les gens qui les ont. Voilà, bah, ça fait du bien à tout le monde et ça crée du statut pour tout le monde et ça crée des phénomènes de rétention. Aujourd'hui, il y a des turnovers de dingue, mais parce que les gens sont pressurisés de partout, tout est compliqué, on valorise pas les gens et leur travail, à part pendant leur entretien annuel une fois par an, mais c'est tout. Mais moi, je dis aux gens, mais félicitez vos équipes le plus souvent possible. Quand le travail il est bien fait, ça vous prend combien de temps de le dire? Hmm. Bah, De la considération. c'est génial d'avoir cette lecture-là. Moi, si je peux faire un mini récap avec comment ça peut se traduire, par exemple, si vous qui nous écoutez voulez utiliser cette triptyque sur votre personal branding et donc, par exemple, dans vos contenus ou dans vos prises de parole, bah, il est très important de travailler sur la bataille des idées, c'est-à-dire quelles sont les idées simples mais hyper claires que je vais pousser. Et donc moi, souvent avec mes clients, je travaille sur c'est bien, hein, tu parles de RH ou tu parles, j'en sais rien, chacun a son secteur, a son expertise, mais quelle est ta conviction? En tout cas, c'est trouver un angle, trouver un point de vue sur son secteur qui va être facile à comprendre. Et après, on peut entrer dans la complexité de l'expertise, mais si le point de vue est clair, si Exact. l'angle est clair, si voilà, je défends mon expertise, en tout cas je parle de mon expertise avec un angle particulier, ça va être beaucoup plus facile aux gens d'adhérer ou pas à ça. Et donc ça, faciliter la vie. Deuxième chose, statut social, bah, c'est quand on va parler, quand on est dirigeant par exemple d'une PME, et on peut parler effectivement dans ses prises de parole de ses clients. Moi, j'ai un dirigeant qui travaille dans le transport, donc il peut parler à la fois de ses clients, mais il peut parler aussi. Parfois, il met en avant des Bah, conducteurs, en très fait, bien. des gens du C'est métier du génial. transport. Donc là, il Évidemment. considère les gens. Ouais. Voilà, il met en avant aussi parfois. Il prend la parole en tant que dirigeant de PME. En ce moment, c'est compliqué, la fiscalité, tout ça. Il prend la parole au nom des autres dirigeants de PME. En ce moment, c'est difficile en France parce que il y a ça qui va pas. Donc, considération, et il y a plein de niveaux pour le faire, je pense. Et donc ça, c'est intéressant. On pensait à la cible, au client, mais on peut prendre la parole au nom de Exactement.
d'une catégorie de personnes à qui on appartient, ou alors mettre en avant certaines personnes qui ont Totalement. moins de voix, Totalement. comme par exemple nos chauffeurs de camions sans qui on n'aurait pas des aliments frais en rayon et qui roulent toute la nuit. Exactement. Et donc ça, voilà, statut social dans le contenu, en tout cas considération. Et dernière chose, nouveauté, surprise. Alors là, c'est peut-être le plus dur dans les contenus, mais il n'y a pas besoin, je pense, de choses extraordinaires pour surprendre, si ce n'est parfois dans des prises de parole, ce qui va créer une émotion, c'est un chiffre, c'est une affirmation un peu forte, un rebond sur une actualité qui fait débat. En tout cas, on va pouvoir aller créer une émotion même par l'humour. Exactement, je trouve totalement. que voilà, sur LinkedIn, on s'ennuie et que souvent quand on aborde, non mais c'est vrai, moi je suis le premier à me dire bon, et moi j'essaie en tout cas de plus en plus quand je peux d'utiliser soit l'humour pour faire passer des messages pro et chiants sur le personal branding, et soit de détourner. Moi j'aime bien le cinéma ou la musique, je détourne des passages de films ou autres, et ça permet de créer une petite surprise quand je détourne un passage d'OSS 117 ou de la série comment elle s'appelle, avec Pierre Ninet et Serge Le Mito, La Flamme, Jonathan Cohen. En fait ça fait marrer les gens, mais derrière je fais passer un message, donc la surprise moi j'utilise pas mal l'humour. C'était pour faire un récap, j'ai essayé de le faire pour que les gens fassent le lien aussi. 100% aligné. Merci en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir cette lecture là. Je suis garant du temps et je sais qu'on arrive déjà à la fin, même si j'aurais 1000 questions. J'ai 3 dernières questions. Ce podcast s'appelle Bonne réputation. Oui. Toi, qu'est-ce que tu penses de ta réputation? Ce qui n'est pas une question facile, puisque la réputation, c'est ce que disent les autres de toi quand tu n'es pas dans la salle. Alors, ce que j'en pense à titre personnel, de ma réputation en tant que consultant, magicien, j'ai l'impression qu'elle est bonne vu qu'on m'appelle sans que je fasse trop de pub. Mais pourquoi je pense que le facteur principal, c'est que j'applique le triptyque malgré moi depuis beaucoup de temps. Mais maintenant, je l'applique de façon beaucoup plus délibérée. Moi, tu vois, c'est un peu un poncif, hein, mais on dit toujours, voilà, il faut over-deliver. Under-promise, les Américains disent under-promise, over-deliver. Donc, promettez moins, délivrez plus. Moi, j'ai l'impression que quand je fais une intervention, je vais toujours au-delà des attentes du client. Je fais toujours plus que ce qu'il me demande. Je personnalise plus, je facilite plus les choses, et j'essaie que la présentation soit le plus innovant possible, et de façon à ce que émotionnellement ce soit très engageant. Mais pour moi, la réputation aujourd'hui, c'est faire plus que ce qu'on attend de toi, pas te contenter du minimum, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact sur ta réputation. Et c'est très souvent facile à faire. C'est très souvent facile à faire. On sous-estime tout à fait les choses qu'on peut faire pour les autres en leur montrant que, voilà, qu'on a fait plus que ce qu'ils attendaient. Moi, je leur demande toujours à la fin de... Ça, c'est un truc que je dis pas d'habitude. Mais, mais en fait, je pose toujours une question en entretien de préparation pour mes conférences. Je leur dis, qu'est-ce que vous voudriez que les gens se disent une fois que ma prestation elle est finie? Comme ça, je sais exactement ce que eux ils ont dans la tête en termes d'impact du message. Et moi, je veux aller au-delà de ça. Après, je leur demande qu'est-ce que vous voudriez qu'ils aient compris à la fin de mon intervention. Et peut-être que vous avez du mal à leur faire comprendre. Et là, moi, ce message-là, je vais le faire passer dans ce que je vais raconter pendant ma conférence. Tu vois, peut-être après un effet de magie, peut-être après une blague, mais le truc, il va passer et aller là où le dirigeant, il veut que j'aille, mais en douceur et sans que ça fasse de bruit, et il va être bien perçu. Et ça marque beaucoup, beaucoup de points pour les gens qui me font venir parce que ils se rendent compte que oui, ce qu'ils m'ont demandé de faire, je le fais vraiment, quoi. Et je le fais au bon moment et ça a un impact, qu'il faut parce que c'est bien packagé. Et la dernière question que je leur pose, c'est qu'est-ce que vous voudriez qu'ils fassent différemment? Tu vois, n'importe quel message, même tu vois n'importe quel message de branding ou n'importe quel message de n'importe quel communicant sur LinkedIn, c'est je fais ce post, mais à la fin, est-ce que ce post, je dis des choses et je package des choses de façon à donner aux gens envie de tester quelque chose, envie de se mettre en mouvement. On a un impact avec un message, on a un impact avec une conférence, on a un impact avec une prise de parole ou avec n'importe quel type de message
si on arrive à faire bouger les choses. On vit dans un monde de relation de cause à effet, et il faut mettre les gens en mouvement, il faut leur donner envie de dire un truc différent, de faire un truc différent, voilà, de faire quelque chose. Le faire, il est où, quoi? Alors, tu vois ce que je dis, ça a l'air très très simple. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis extrêmement de temps à comprendre. Avant, je faisais des conférences très descendantes avec beaucoup de contenu. Je me disais, ouais, je donne des super idées, je donne des super exemples. Mais à la fin, si les gens n'ont pas envie de faire quelque chose à la fin de ma prestation, pour moi, j'ai échoué. Moi, je veux qu'ils fassent un truc le lendemain, qu'ils disent un truc à leurs clients le lendemain. Et j'ai fait des fois des choses pour des banques ou des codires de banques qui ont des relations avec des grands comptes. Et il y a eu une pause et il y a une dame qui m'a dit, eh ben, j'ai été appelé un de mes clients avec qui ça se passait pas très bien. Je lui ai fait un petit cadeau, je lui ai fait une remarque surprenante. Je lui ai dit, en fait, j'ai compris votre situation, j'étais complètement à côté de la plaque, elle s'est mis à sa place. Et elle m'a dit, j'ai un rendez-vous avec lui demain, c'était même pas prévu, et il était scié du fait que ce que du message que je lui ai passé, il s'attendait pas du tout à ce message-là. Voilà, typiquement, eh ben, j'ai posé le triptyque, et la personne dit, bah tiens, je le prends à bras le corps. Elle appelle un de ses clients qui ça allait pas. Elle fait, je vous facilite la vie, j'ai compris que j'étais à côté de la plaque, votre situation maintenant, j'ai compris que c'était ça, ça, ça et ça, statut social, et je vous propose qu'on fasse ça, ça, ça et ça, et notre offre, on va la modifier. Boum, inattendu, dépassement des attentes. Elle a chopé le rendez-vous, et c'était un deal à plusieurs millions. Tu vois ce que je veux dire? Hyper C'est intéressant. mettre en Ok. mouvement. Est-ce que Qu'est-ce qui. la façon dont je vais packager Ouais. le message, et tu vois, c'est aussi pour ça que je parle de vie personnelle et de séduction. Parce que si on se dit, ouais, les neurosciences, les machins, les marqueurs somatiques, bon, c'est bien gentil, mais moi, dans la vie de tous les jours, c'est quoi? Mais quand tu vois que c'est ces trois émotions-là qui régissent pour moi les fondamentaux d'une bonne relation amoureuse, on dit que la vente, c'est une séduction, on dit qu'il faut fidéliser ses équipes, les mécanismes de la fidélisation, c'est les mêmes. Donc, Donc c'est ok. servez-vous-en, vous savez vous en servir. On a tous fait tomber quelqu'un amoureux. Donc, encore une fois, tout ce que j'ai dit, ces trois choses que je vous ai dites, maintenant, c'est comment je m'en sers de la façon la plus consciente possible et la plus sincère possible. Qu'est-ce qu'ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils diront, qu'est-ce qu'ils auront compris et Qu'est-ce qu'ils vont faire? qu'est-ce qu'ils feront et Ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire Ça, c'est différemment. pour packager un message. Super. Je pense que c'est important de se poser cette question-là, même pour après, pour dire, bah tiens, je voudrais qu'ils me répondent quoi, je voudrais qu'ils me disent quoi dans les commentaires. Mais tu vois, si tu le prépares en amont, bah, tu peux peut-être aussi packager ton message différemment. Alors, on a de la valeur jusqu'à la fin. Non, packager son message, c'est hyper important, même en général, sur son personal branding, sur, Ouais. sa réputation, sur le grand message que je veux faire passer. Donc, très, très précieux d'avoir, toi, les questions que tu te poses pour une conférence. En fait, on peut transposer ça, je pense, Je pense, ouais. sur un travail Sur un CTA, de ou même sur un réputation. CTA, sur un call to action, tu le packages différemment avec ça, quoi. Ouais, c'est hyper précieux d'avoir ça. Franchement, merci beaucoup là-dessus. Avant dernière question, c'est la question inversée. Toi, si alors, t'es pas obligé, hein, mais si t'avais, tu peux me poser une question, celle que tu veux, et on peut inverser les rôles le temps d'une question. Bah, toi, ton plus grand takeaway sur comment avoir la meilleure réputation possible, c'est quoi? Euh, de cet épisode-là, de notre conversation, Non, de toi, ou en tant non, que personne. de toute mon expérience. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Mon plus grand takeaway, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres pour avoir la meilleure réputation possible. Je pense que c'est je pense que c'est l'intégrité, c'est-à-dire c'est les paroles et les actes. Parce que souvent, le travail du personal branding en ligne, machin, c'est on parle beaucoup de notoriété finalement, d'amplifier un message. Et donc on peut se perdre là-dedans en fait, de chercher à comment j'amplifie, comment je digitalise mon message, et on va se focus là-dessus. Mon message et puis son amplification. Sauf que faut pas oublier que déjà il faut que ça parte de quelque chose de vrai, De qui soit sincère. aligné avec soi. Donc que ce message et finalement ce qu'on raconte soit aligné avec des actes. Et donc ça c'est très très important, parce que autant une notoriété peut se construire et se déconstruire très rapidement, ça va très très vite, la notoriété, ça monte et ça descend. Autant une réputation, c'est quelque chose qui s'installe et qui dure dans le temps et qui est presque ineffaçable. Je pense tout à l'heure tu parlais de disque dur là, dans le cerveau. Autant une notoriété ça passe, autant la réputation c'est de l'ordre de la marque
Pour moi, quand personal branding, c'est pas le bon mot. Je préfère le mot français, marque personnelle, parce que c'est la marque qu'on laisse chez l'autre, tu vois. Ah Et oui, oui, donc, très bien, oui. et donc, voilà, moi, je préfère ce truc-là. C'est quelle marque je laisse chez l'autre. Comment je veux que l'autre il se sente. Et il aura peut-être oublié ce que j'ai dit, mais il oubliera pas comment T'as il s'est senti. ressenti. Et donc, pour moi, le plus grand takeaway, c'est cette intégrité entre ce que je dis et ce que je fais, tenu dans le temps, fait que à la fin, même si ça prend du temps, si j'ai toujours un alignement entre ce que je dis et ce que je fais, que je reste cohérent dans le temps, à un moment donné, ça, je pense que c'est le meilleur pour la réputation. Peut-être pas pour la notoriété, d'ailleurs. Peut-être que pour poursuivre la notoriété, il faut aller être opportuniste et Oui, changer son fusil d'épaule. autre mécanisme, ouais. Mais je crois que voilà, le Ouais. plus grand takeaway pour la réputation, pour moi, c'est ça. Totalement. C'est cette intégrité. Et moi, de la valeur intégrité est très importante pour moi, en tout cas dans ce travail-là. Et bien sûr, ensuite, alors tout ça, c'est des jugements de valeur, mais c'est essayer de la marque que l'on laisse chez l'autre, qu'elle soit positive, si possible. Ça, on contrôle pas toujours, mais et là, après, ça dépend de l'intention qu'on a, etc. Mais je pense que et on peut pas plaire à tout le monde, mais voilà, je pense que c'est ça la réputation, c'est laisser cette marque positive chez les autres et pour laisser cette marque, et ben ça demande quand même une cohérence, de la patience et puis voilà, choisir son combat et s'y tenir. Pour moi, c'est ça le plus grand takeaway. Je sais pas si je suis clair, Mais c'est très bien. mais si Mais on moi, démarre j'aime de bien ça, même la distinction que tu as dit, si on voilà. part de ça, c'est bien. Quand tu as dit marque personnelle, c'est vraiment marqué au sens strict du terme, et comme j'expliquais, voilà, de graver le disque dur. Voilà, bah, une marque, pour moi, voilà, une marque. Et après, si tu regardes, bah, dans mon bouquin, j'en parle aussi pas mal, mais voilà, les marques qui ont vraiment laissé une trace, c'est des marques qui ont appliqué, je pense, le triptyque d'une façon inconsciente, ou qui l'ont fait par sincérité. Mais forcément, les marques, il y a des marques dont des gens sont tombés amoureux. Tu vois, il y a des gens moi je dis, il y a des gens qui dormaient devant les magasins Apple, il y a des gens qui, tu vois, il y a des gens qui ont pleuré quand Steve Jobs est mort, mais parce que l'attachement à la marque était du type, il était de l'ordre amoureux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est une marque qui a facilité la vie de beaucoup de gens. C'est une marque qui s'est intéressée à comment fonctionnait l'esprit pour pouvoir donner des machines, voilà, encore une fois, sans livre d'instruction et qui ont vraiment poussé l'UX et l'UI à des points extrêmes pour pouvoir faire en sorte que le produit est designé pour vous et pas pour des gens qui sont juste des technophiles. Et puis l'innovation, voilà, chez Apple, l'innovation, elle a quand même été pendant de 2007 à 2000, je sais pas, 2015. Ouais, ils sont en perte de vitesse, mais bon, les gars, souvenez-vous ce qu'il y avait avant. Puis il y a eu l'iPhone, il y a eu l'iPad, il y a eu l'architecture des applications, il y a eu l'ordinateur le plus fin du monde sans CD-ROM, il y a eu les AirPods qui se connectent tout seuls, sans même que tu allais chercher dans les paramètres du téléphone pour que ça se connecte. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là qui font que, au bout d'un moment, l'innovation et la facilité qu'elle donne et la considération de la prise en main de l'autre, elle est telle que forcément, émotionnellement, c'est super engageant. Et tu tombes amoureux de la marque. Et tu changes pas la marque. On va terminer sur ces paroles d'amour. Comment on fait pour Laurent? Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui sont encore là et qui nous ont suivis sur tout cet épisode. Comment font ceux qui veulent t'envoyer un petit message pour t'envoyer un feedback, travailler avec toi? C'est quoi et je vais mettre les liens Ouais, dans les notes de l'épisode. sur LinkedIn, sur mon site, il y a toutes mes coordonnées. Et puis, s'ils veulent d'autres exemples, bon, il y en a plein dans le bouquin et voilà, j'explique aussi pas mal de choses sur ce que j'ai fait en management, comme consulting en management dans le bouquin, ce que j'ai fait aussi, voilà, le triptyque amoureux et l'amour d'une marque, j'en parle aussi. Enfin, je parle de voilà, pas mal de ces sujets-là. Et puis les études que j'ai utilisées pour asseoir la validité du triptyque. Tout est là, quoi. Que je vous encourage à utiliser dès demain, dès ce soir. Tout de suite. Merci beaucoup, Merci à Laurent, toi. pour le partage. Super sympa. Et merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas n'hésitez pas à envoyer-nous Mais oui, un retour si vous avez aimé l'épisode. même Moi, s'ils je ont des réponds aussi sur exemples, LinkedIn. des exemples, ils ont des Ouais, exemples de des leur vie. exemples. Moi, ça m'intéresse d'avoir des exemples nouveaux aussi. Vous êtes d'accord, pas d'accord, des exemples. Parlez-nous. Moi, je réponds aux messages LinkedIn. En tout cas, c'est là que je suis le plus accessible. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. C'était super. À bientôt sur Bonne À Réputation. bientôt.